Ça fait tellement longtemps. CC. Bonjour YouTube et bienvenue dans un 10 minutes pour tout savoir sur Anna Wintour. Vous l'aurez compris, un indice était écrit sur mon sweat. Aujourd'hui, on va parler d'une des plus grandes figures de la rédaction américaine qui a fait d'un magazine une machine culturelle mondiale. Non seulement elle a été une figure emblématique dans la presse féminine, mais elle a aussi joué un rôle dans l'écriture de mon film préféré ever, Le Diable s'habille en Prada. Dans quelques jours, le 29 avril, Le Diable s'habille en Prada 2 va sortir au cinéma et je me suis dit ça y est, il est temps. Il est temps de parler de la vraie Miranda Priestly. Et donc, on arrive à la vie d'Anna Wintour qui naît le 3 novembre 1949 à Londres. Elle naît dans une famille qui l'a fait baigner dans la presse, tout simplement parce que déjà son père, Charles Vere Wintour, lui, c'est une figure emblématique de la presse britannique. Et sa mère, Eleanor Trego Baker, elle, c'est une américaine pure souche qui est dans le milieu de l'audiovisuel. Donc elle a vraiment cette double culture anglo-saxonne et américaine. En plus, elle grandit dans le Londres des années 60, donc en fait c'est un Londres qui est très porté sur la mode des années 60. On a des mini-jupes, on a des jeunes qui se rebellent un peu dans la rue, on a envie de voir un petit peu plus de peau, un peu plus de couleurs, de motifs. Et en fait, elle est très sensible à tout ça. Et en fait, elle se rend compte très vite qu'elle aime la mode, que sa vie risque de tourner autour de la mode. Elle sait pas encore comment, ni pourquoi, mais elle sait que c'est quelque chose qui lui prend aux tripes. Mais avant de rentrer dans des bureaux de rédaction, Anna Wintour va donc aller à l'école. Oui, même les plus grandes figures passent par là. Et elle va être au North London Collegiate School, qui est donc une école privée très élitiste, qui est vraiment hyper carrée, organisée. Il y a des règles vraiment strictes. Et bah ça lui plaît pas. Elle va même jusqu'à découper ses propres uniformes d'école pour dire qu'en gros ça lui plaît pas d'être engoncée et qu'il faut qu'elle vive et qu'elle laisse parler sa créativité. Donc à 16 ans, elle décide de quitter cette école et elle va voir son père en lui disant ça me ressemble pas, c'est pas ce que je veux faire. Et son père va lui dire une phrase assez rare et assez collector pour l'époque. Qu'est-ce que tu veux faire? Et elle savait déjà que la réponse était je veux travailler dans la mode. Donc du coup, pas d'université pour notre Anna, ce qui est assez rare d'ailleurs pour son époque, mais elle va quand même faire une brève formation de mode chez Harrods et elle va même travailler chez Biba, qui étaient donc les magasins de mode un peu branchouilles en Angleterre. Et dans les années 70, elle va rentrer chez Harper's Queen à Londres en tant qu'assistante éditoriale. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'elle va vraiment apprendre les bases du métier, l'organisation des shoots, la sélection des pièces, le lien entre les mannequins, les stylistes, les photographes, les lecteurs. Elle va donc y rester 5 ans avant de partir au Harper Bazaar à New York en 1975 en tant que Fashion Junior Editor, mais ça ne va durer que quelques mois parce qu'elle se fera licencier. Ça arrive même au meilleur finalement. Bon, bien évidemment, elle a pas tiré les cheveux à quelqu'un, elle est pas partie pour faute grave, mais c'était une incompatibilité créative, tout simplement parce qu'en fait elle avait des idées qui étaient un petit peu trop avant-gardistes pour la ligne éditoriale de ce magazine-là. Et elle dira même un peu plus tard dans des interviews que tout le monde devrait se faire virer au moins une fois dans sa vie. Mais bref, cet échec, qui n'en est pas vraiment un à ses yeux, va lui permettre d'entrer chez Viva, Sa Vie, New York Magazine, jusqu'à sa fameuse arrivée en 1980 chez Condé Nast. Elle rentre dans le groupe Condé Nast en 1980 et seulement au bout de 3 ans, donc en 1983, elle rentre chez Vogue en tant que Creative Director de Vogue US. Et en fait, c'est un rôle qui va être assez puissant, mais qui du coup va un peu se chevaucher avec le rôle de la rédactrice en chef de l'époque, qui n'est autre que Grace Mirabella. Mais bon, ça va pas l'empêcher, 2 ans après, en 85, de devenir directrice du British Vogue et en 87 de House and Garden. Mais c'est en 88 que son rôle, qui sera le rôle de sa vie, va lui être attribué. Elle devient à son tour rédactrice en chef du Vogue US. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vogue, avant Anna Wintour, c'était déjà une institution. Mais c'était un magazine qui était considéré un peu trop élitiste, assez classique, très BCBG, et du coup beaucoup moins proche de la culture actuelle qui se passait à New York. Et en fait, Anna Wintour, elle a cette vision de mix, de mélange de toutes ces choses-là. Elle veut mélanger la haute couture avec le prêt-à-porter, le luxe avec la culture populaire, les mannequins avec les personnalités d'Hollywood, le magazine papier et l'événementiel, et surtout la mode et le pouvoir économique. Et en fait, ce rôle-là, il va être incroyable pour elle, et les gens vont vraiment comprendre que c'est cette personne-là qu'il faut, parce qu'en fait, elle va régner
de 1988 à 2025. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc bien évidemment, pendant ce règne, elle va changer pas mal de choses dans la vision et la rédaction de Vogue, mais pas que. Elle va construire un deuxième empire en parallèle qui est le Met Gala. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, le Met Gala, il a été créé en 1948 par une certaine Eleanor Lambert. C'était une immense publiciste mode des États-Unis, mais elle fait aussi partie des figures fondatrices du fashion system des US. Et en fait, elle avait un objectif, c'était de lever des fonds pour le Costume Institute au sein du Metropolitan Museum of Art, donc le Met. Parce qu'en fait, le Costume Institute, il n'est pas pareil que les autres catégories du Met, parce qu'en fait, il s'autofinance toutes ces expositions, etc., etc. Donc ils avaient besoin d'argent. Donc elle voulait lever des fonds pour ce département de l'histoire du costume au sein du Met. Et du coup, elle a décidé de créer un dîner caritatif, si on peut dire ça comme ça, avec des mécènes, des philanthropes, des aristos. Enfin, en fait, c'était un dîner caritatif, mais un peu chic. Genre, c'était des BCBG avec un petit billet dans la main, on va pas se mentir. Mais en fait, à l'époque, c'est juste ça. C'est juste un dîner au sein du Met à $50 la place. Et ce n'est autre que Diana Vreeland qui a vu ce potentiel. C'était une ancienne rédactrice en chef de Vogue qui était du coup avant Grace Mirabella. Et en fait, quand elle a quitté la rédaction de Vogue, elle a été consultante pour le Costume Institute. Et donc en tant que consultante, elle s'est dit, mais en fait, il faut qu'on fasse quelque chose pour ce dîner parce que c'est quelque chose qui a un potentiel fort et il faut que la mode, elle soit vraiment représentée, que l'histoire du costume soit limite un peu théâtralisée, un peu mis en scène. Du coup, elle s'est dit, le dîner va devenir un gala. Et en fait, elle a fait de toutes les expos des espèces de scènes animées de théâtre. Du coup, ça devient un petit peu plus chic, un petit peu plus mondain, un petit peu plus apprécié, un peu plus désiré, on se demande ce qui s'y passe. Et ça reste comme ça pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'une certaine Anna Wintour, en 1990, se dise là, on a une mine d'or qui est pas ça. Pourquoi il n'y a pas la terre entière au Met Gala ? Bah du coup, elle l'a fait venir. La terre entière au Met Gala. Du coup, elle va elle-même choisir les invités. La liste, elle va complètement changer parce qu'elle va faire venir des personnalités d'Hollywood, des grandes figures de la mode, des grandes figures de la politique, des grandes figures du business. Elle va faire exploser l'exposition médiatique et ça va devenir l'événement de mode le plus regardé au monde. Donc en fait, de 1988 jusqu'à à peu près 2020, elle va du coup avoir ce rôle vraiment de rédactrice en chef qui a un regard sur tout, qui fait évoluer le magazine en même temps que le monde. Et toujours en faisant des couvertures dans l'air du temps, qui font un peu parler, qui mettent en avant des choses actuelles, de la pop culture d'aujourd'hui, mais toujours avec ce goût très juste et un petit peu élitaire, mine de rien, c'est ce qui lui a aussi été reproché. Et en 2020, elle sera promue à la fois dans le groupe Condé Nast, mais aussi au sein de la rédaction de chez Vogue. Elle va devenir donc pour Condé Nast Chief Content Officer Monde et Global Editorial Director de Vogue. C'est-à-dire que tout bonnement, elle supervise la stratégie éditoriale de plusieurs titres chez Condé Nast, mais de tous les Vogue du monde. Au pire, Anna, si tu veux plus, tu nous dis. Ça tombe bien, parce qu'il va y avoir plus. En juin 2025, coup de tonnerre dans la villa, tout le monde a cru qu'Anna Wintour partait en retraite. Elle a simplement quitté ses fonctions opérationnelles de Vogue US pour se consacrer tout bonnement à sa stratégie mondiale au sein de Condé Nast et de Vogue Monde. Et ce sera donc Chloé Mal qui la remplacera en septembre 25, qui sera elle donc du coup la rédactrice en chef du Vogue US et qui du coup devra reporter son travail à Anna Wintour. Donc c'est un peu comme si elle avait légué son premier enfant pour le gérer d'un peu plus grand ou d'un petit peu plus haut. Et voilà, et puis c'est une figure emblématique tout simplement, avec son carré parfait, sa frange bien droite, ses lunettes bien noires. Elle est très reconnue pour être extrêmement ponctuelle, dangereusement efficace. Et en fait, ça nous fait tout bonnement penser à Miranda Priestly et à ce fameux parallèle avec Le Diable s'habille en Prada. Moi, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment, c'est mon film préféré depuis que j'ai 12 ans. Déjà parce que c'est un des films qui m'a donné envie de passer mon diplôme de journaliste, mais aussi et surtout parce que c'est celui qui m'a donné envie de m'intéresser à l'histoire et à la culture de la mode. Et en fait, ce parallèle, il est chouette à faire parce que déjà, le livre en 2003, il a été écrit par une ancienne assistante d'Anna Wintour. Et en fait, elle décrivait l'impitoyabilité
du milieu de la rédaction de luxe, le fait aussi d'avoir certaines figures qui ont une responsabilité dans le fait de créer ou de détruire des carrières, de mettre en lumière ou d'assombrir des stylistes, des créateurs, des maisons. En fait, ce pouvoir décisionnaire au travers d'un magazine papier qui pouvait causer des dégâts dans un monde réel. Et donc du coup voilà, elle a fait ce personnage de Miranda Priestly qui est donc joué magnifiquement bien par Meryl Streep. Donc voilà, c'est une fiction inspirée de faits réels. Et d'ailleurs cette réalité, même Anna Wintour l'a acceptée parce que pour la sortie du Diable s'habille en Prada 2, elle a fait la couverture du Vogue avec Meryl Streep, aka Miranda Priestly. Donc je trouve que ça a été joliment souligné. En attendant, j'ai extrêmement hâte de voir le film qui sort le 29 avril 2026. Et en attendant, vous savez tout sur Anna Wintour. J'espère que ce 10 minutes pour tout savoir un peu particulier vous a plu. En attendant, je vous dis à très bientôt. Merci pour tout. Prenez soin de vous et bon cinéma. Ciao!